Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais annoncé, depuis 7 heures du matin, ici sur cette tranche matinale, ici à Télé 50, nous allons essayer de nous informer un peu de curiosité sur comment fonctionne la République au lendemain des élections. Normalement, le président réélu, il a prêté serment. Il est peut-être le seul qui a la légitimité dans tout l'appareil de l'État. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi? On va poser les questions dans tous les secteurs, tous les domaines, à quelqu'un qui a lu, à quelqu'un qui s'est renseigné, à quelqu'un qui a de la matière. J'ai cité Maître Dominique Kajemba, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, le plus prestigieux de Kinshasa, et je précise, il est inscrit au tableau. Il insiste beaucoup sur cela, dans une casquette, on va dire, d'analyste ce matin en tout cas. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci de me recevoir une fois de plus. Voilà, comme la thématique le dit, comment fonctionne la République au lendemain des élections? Déjà, avant d'aller dans les autres institutions, je vais parler du président de la République. Est-ce qu'à votre avis, vous trouvez équitable que le président de la République batte campagne, par exemple, en restant en fonction? Est-ce que ça ne lui donne pas déjà une certaine marge? Bon, battre campagne en étant en fonction, si cela donnait une marge au président de la République, je ne pense pas. Déjà que la loi n'a pas interdit cela, c'est d'ailleurs ce que nous constatons même avec certains ministres qui sont candidats à députés nationaux. Donc le chef de l'État est dans le droit justement de battre campagne en étant en fonction, mais seulement à la limite qu'il faut justement éviter d'utiliser les moyens de l'État pour sa propre campagne politique. Alors, quand on est président de la République, comment distinguer ce qui est moyen de l'État et ce qui ne l'est pas? Le président de la République, dans les cas d'espèce le nôtre, a dit autrefois qu'il n'avait pas besoin de toucher de l'argent parce que tout était fait pour lui, déjà, d'une manière ou d'une autre. Il était mis dans les conditions pour travailler. Vous constaterez justement quand le président a battu campagne, les véhicules qu'il a utilisés, le charroi automobile qu'il a utilisé était différent de celui de la présidence de la République. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut déceler le fait de ne pas utiliser les moyens de l'État pour sa propagande. Et je pense que tant soit peu, dans la mesure du possible, il a fait. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les différents comptes officiels de la présidence de la République ne communiquaient pas sur ses activités politiques de campagne. Et je pense que ça, c'est remarquable. Oui, voilà. Donc il y a une démarcation à faire à ce niveau-là. Elle peut être décelée d'une manière ou d'une autre par des faits et gestes minimes, soit-il. Que pensez-vous alors du modèle malgache? Là, on a assisté à des élections aussi en 2023, comme en République démocratique du Congo. On a vu le président démissionner presque 6 mois avant le jour du scrutin pour pouvoir convaincre les Malgaches de voter pour lui. Est-ce que serait trop osé pour un pays comme la République démocratique du Congo d'adopter ce genre d'attitude, d'ajouter ça dans la liste des réformes? Oui, chaque pays a son mode de fonctionnement, chaque pays a ses lois, ses textes. Et c'est comme ça que nous avons toujours insisté que les textes doivent refléter les aspirations profondes de population ou des peuples. Alors, s'il faut copier le modèle malgache, ici chez nous, il y a une possibilité de vacances prévues à la tête du pays. Et c'est le président du Sénat qui gère le pays pendant cette période de vacances. Mais maintenant, le président du Sénat qui lui-même est député, candidat député national, alors ça risque de nous renvoyer dans un cercle où on aura vacances sur vacances et ça n'aura aucun sens justement. Donc le président est là, il continue justement d'expédier les affaires courantes parce que pendant le temps de la campagne, le pays ne doit pas s'arrêter de fonctionner. Il est là, mais seulement qu'il y a une différence, une démarcation, vraiment une ligne rouge plutôt qui doit être vraiment indiquée sur les activités des campagnes et tout ce qui concerne les activités de la République. Parce que la République va au-delà de tout ça. Parlons du gouvernement, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression que le pays a continué de tourner alors que pratiquement tous les 60 ministres étaient candidats et éparpillés chacun à travers le pays? Il y a par exemple eu cessation de conseil de ministres. On a passé un temps sans conseil de ministres, par exemple. Comment le pays avançait pendant cette période-là? Comment étaient traités les dossiers d'État, l'agression, les taux d'échange et tout le reste, les inondations? Ça se passait comment? Justement, comment ça s'est passé? J'aimerais que l'on fasse un parallélisme tenant compte du fait qu'on a parlé de la présidence de la République ou du président de la République en tant qu'institution et le gouvernement. Alors d'une part, on constatera que le chef de l'État, par exemple, a participé, a reçu des délais de créance, a reçu
Donc il a continué à exercer son pouvoir. Mais maintenant, de l'autre côté, on doit se le dire en se regardant droit dans les yeux qu'il y a eu un sérieux problème. Parce que tout le monde l'a décrié, dans les cabinets ministériels, c'était pratiquement pour certains ministres, bien évidemment, ça a été décrié et dénoncé, c'était des quartiers généraux, justement, des candidats qui étaient installés dans des cabinets ministériels dès la République. Alors ça, c'est vraiment à dénoncer, parce que on doit se le dire, hein, il y a eu la question d'inondation que vous avez évoquée tout à l'heure, qui jusqu'à ce jour n'a pratiquement pas trouvé de solution. On a vu des populations sinistrées, mais jusqu'à ce jour, on ne sait même pas si l'État est intervenu, s'ils ont été logés. Donc, s'agissant des ministres, en tout cas, et je dois le dire ouvertement, on n'a pas senti que l'État a fonctionné pendant ce temps. D'ailleurs, revenons sur la question que vous avez posée, si il ne serait pas dispensable ou mieux que les présidents de la République démissionnent quand il postule ou il est candidat à sa propre succession. Mais il faut quand même poser aussi la même question s'agissant de ministres. Si pendant ces temps au moins, parce que chez eux, en tout cas, on a vu certains utiliser le moyen d'État. À la différence, c'est qu'ils avaient des plaques bâchées pour le chariot automobile. Mais ils ont utilisé le moyen de l'État et pendant ces temps plutôt, l'État a cessé d'exister. L'État était absent pendant toute cette période. Et quand je parle de l'État, je parle justement de l'exécutif qui est censé suivre au quotidien les déshydratats de la population. Mais il me semble que tout ceci a été discuté même à l'Assemblée nationale. Hein, il semble qu'il y a eu une disposition qui est passée quelques mois avant le début de la campagne électorale, demandant aux ministres de ne pas être obligés de quitter leur poste, qu'ils pouvaient faire les deux en même temps. Il me semble que ça n'a pas été la même chose pour les mandataires actifs, c'est-à-dire les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints. Ils ne pouvaient pas postuler parce que mandataires. Qu'est-ce qui justifie qu'eux soient exclus et que les ministres puissent avoir cette possibilité-là? Mais je réponds simplement à cette question. 2 poids, 2 mesures, parce que la plupart de ces ministres sont issus du Parlement. La plupart de ces ministres sont au départ députés nationaux élus, et ce sont leurs suppléants qui restent là. Et vous pensez vraiment qu'ils vont... Justement, il y a eu des propositions. Il y a un groupe de parlementaires qui a fait plusieurs propositions, notamment cette proposition allant dans le sens qu'un candidat ne pouvait pas aligner comme suppléant ses membres de famille. Pourquoi? Parce que très souvent, il est élu député national, il sera élu député provincial et il va vouloir être ministre. Et pendant ces temps, il laisse enfants, femmes comme suppléants. Et de l'autre côté, on a de difficultés. Donc, il serait intéressant alors dans ce cas, justement, pour éviter cette situation, que soit, comme on a exigé aux mandataires, bien évidemment, que les ministres, eux aussi, évitent de continuer de rester en fonction pendant qu'ils sont candidats. Dans le temps, c'était le cas, parce qu'on a vu beaucoup de ministres, beaucoup de ministères être sous intérim de tel ou tel autre. Et dans les cas d'espèce, à partir de maintenant, par exemple, les ministres du gouvernement Sama 2, les Warriors, il y en a qui sont élus aussi députés nationaux. C'est à partir de quel moment qu'ils démissionnent pour pouvoir siéger, ou c'est à partir de quel moment? Ça se passe comment maintenant? Justement, là, il y a la Constitution qui intervient, il y a la loi électorale aussi qui intervient. C'est au moment où la première assemblée plénière de l'Assemblée nationale est convoquée et il y a installation du bureau provisoire, et à cette occasion, il y a bureau d'âge. C'est ça, le bureau d'âge. Bon, la loi et la Constitution parlent du bureau provisoire. On évoque bureau d'âge parce que dans le choix des membres ou des animateurs de ces bureaux, on tient compte de l'âge du plus ancien et les benjamins ou les moins âgés. On y reviendra, j'ai quelques questions là. Donc pendant ces temps, on va attendre qu'il y ait cette assemblée et puis qu'il y ait validation de mandats. Et une fois que les mandats seront validés, c'est en ce moment-là qu'ils devront faire le choix. Là, on parle de la rentrée législative de mars. Oui. Bon, après, non, c'est une session extraordinaire parce que la Constitution a prévu, la Constitution, comme je l'évoquais tout à l'heure, et la loi électorale, c'est que 15 jours après la publication de résultats provisoires par la CENI, cette assemblée est convoquée. Elle est présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ok, ça c'est correct. Mais entre-temps, hein, ma curiosité était sur les ministres. Ils font quoi entre autres? Gouvernement, Assemblée nationale? Non, mais justement, ils vont devoir opérer un choix. Opérer un choix, soit renoncer
en laissant un suppléant ou justement en restant au gouvernement. De toutes les façons, le gouvernement sera appelé à être remanié. Donc naturellement, ils seront députés. Il tombe quand, le gouvernement? Ça, c'est un remaniement ou bien c'est... Bon, je pense que ce n'est pas un remaniement en soi, parce qu'un remaniement, on parle d'un mandat en cours où il y a changement de gouvernement ou de membres du gouvernement. Et là, en quelque sorte, ce sera un nouveau gouvernement pour les nouveaux quinquennats du président de la République qui a déjà commencé d'ailleurs depuis le 20 janvier dernier. Ok. Ouais. Alors, des questions sur le bureau d'âge que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple. Composé du plus âgé, du moins âgé, il y a le critère genre aussi qui entre à l'intérieur ou... Non, le critère genre n'intervient pas. Je ne sais pas si c'est une faiblesse de la loi. Bon, je ne vais pas le dire ainsi, mais ce qui est prévu actuellement, c'est que le bureau provisoire, il est composé, il est présidé donc du plus ancien, il y a des noms qui circulent déjà, les plus anciens de tous les députés nationaux élus, et il est assisté de 2 secrétaires. Et les 2 secrétaires sont le moins âgés. Donc on prendra les 2 derniers qui sont moins âgés et qui vont accompagner le président, le doyen d'âge, dans la tâche qui sera celle d'installer le bureau provisoire, de voter le règlement d'ordre intérieur, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, valider les mandats de députés qu'on a évoqués tout à l'heure, et puis organiser les élections du bureau définitif. Le bureau, normalement, ce n'est pas 3 personnes, non? Non, là, le bureau définitif, c'est pas 3 personnes. Le bureau définitif, ce n'est pas 3 personnes parce qu'on a un président, on a un premier vice-président, un deuxième vice-président, un rapporteur adjoint, un questeur et un questeur adjoint. Donc, ils sont à 6 ou 7, si je ne m'abuse. Mais différemment du bureau provisoire. On n'a pas besoin des adjoints et tout ça? Non, à ce stade, avec le bureau provisoire, on n'a pas besoin d'adjoints. Donc on aura un président et les 2 secrétaires qui seront d'une part rapporteurs et d'autre part questeurs. C'est correct. Ouais. Ils ont pour mission, vous avez dit, organisation des élections, validation des mandats. D'abord, la validation de mandat. Et une fois que le mandat est validé, ils vont voter le nouveau règlement d'ordre intérieur, le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, ils vont organiser les élections du bureau définitif. Alors, on entend aussi parler de l'informateur. C'est un concept aussi souvent évoqué. Celui-là intervient à quel moment de l'année? Là, on est en janvier. Justement, en principe, là, on suit l'actualité, on apprend qu'il y a des tractations au sein de... Les blocs qui se créent. Les blocs qui se créent justement parce que on veut faire le poids. Il faudra que le président identifie si il a réellement la majorité au Parlement. C'est cette majorité qui lui permettra justement de composer le nouveau gouvernement à venir. Et l'informateur, justement, son rôle sera d'aider le chef de l'État à identifier cette majorité. Et une fois que cette majorité est identifiée, on aura certainement le gouvernement. Là, le gouvernement actuel continue toujours de courir. Oui, le gouvernement actuel va continuer à expédier les affaires courantes, juste qu'il y aura certains membres qui vont devoir quitter pour rejoindre l'Assemblée nationale. Choisir entre rester au gouvernement et aller valider leur mandat en tant que député. Et on entend souvent les gens dire, voilà, moi j'ai 30 députés, ça veut dire que je vaux minimum un chef de corps, c'est-à-dire soit Sénat, Assemblée nationale ou Premier ministre. Oh, moi j'ai 12 députés, ministres d'État, moi j'en ai 5 ministres, vice-ministres. C'est par rapport à quoi exactement qu'on calcule cela? Parce qu'à côté, il y a encore l'autre question de la géopolitique. Oui. Comment ça se passe Naturellement, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, il y a des blocs qui se forment. Ces blocs, en se formant déjà, ont des accords en leur sein. Et ces blocs, en se présentant, ils vont présenter des regroupements. Des regroupements. Ils vont présenter le poids qu'ils ont sur la scène politique. Vous entendrez certains dire que nous avons 100 députés nationaux, nous avons 200 députés provinciaux. Et c'est sur base de ces blocs qu'ils vont constituer un certain poids, une certaine force pour espérer prendre part aux responsabilités. Oui, et la géopolitique intervient à quel niveau? Mais justement, la géopolitique, je pense que même dans les tractations au niveau de ces regroupements politiques, ils doivent tenir compte de la géopolitique. Parce que la géopolitique n'est rien d'autre que le fait que chaque province doit être représentée dans le gouvernement. Vous pensez que c'est plutôt une force ou une faiblesse? Non, c'est une force par contre. C'est une force. C'est la même chose que la laïcité qui est une valeur républicaine, parce que
Nous l'avons même constaté lors de l'investiture, la cérémonie de prestation de serment et investiture du chef de l'État. On a eu plusieurs confessions religieuses qui ont défilé. Donc c'est une force, c'est la promotion de notre diversité. Et dans cette diversité, nous restons quand même unis. Mais quand cet aspect géopolitique arrive même à prendre les déçus sur la compétence, c'est-à-dire que on a Maître Dominique Kajemba qui est compétent à ce poste, ministre de Justice, mais comme on a déjà mis un ministre de l'économie qui vient du même coin que Maître Dominique, donc il faut sacrifier l'un pour l'autre. Parce que là, ça ne nous ramène pas un tout petit peu en arrière. Non, je ne pense pas. Mais justement, même dans la géopolitique, je pense que chaque peuple, chaque région, chaque coin de la RDC a des compétences dans telle ou telle autre matière. Il y a des mythes qui se racontent comme quoi nos concitoyens du Congo central sont de bons gestionnaires, mais n'empêche qu'on trouve un bon gestionnaire. Pas nécessairement un bon gestionnaire parce qu'ils savent bien gérer l'argent. On vous dira par exemple que nos frères du Nord, au niveau de l'ancienne province de l'Équateur, sont vigoureux, ils sont bons dans l'armée et tout le reste, mais n'empêche qu'on trouve de bons soldats au Kasaï, n'empêche qu'on trouve de bons soldats en Ituri ou au Nord Kivu. Donc, pour moi, ce n'est pas une faiblesse, par contre, c'est une force, la diversité, et c'est ce qui fait aussi la beauté du Congo. Ah, ça, c'est une très bonne chose. L'autre question de curiosité, parce que c'est ça, l'exercice, c'est celle du seuil. Il me semble qu'il y en a deux. Ouais. Il y a le seuil de représentativité et le seuil de recevabilité. Non, il y a le seuil. Quand on évoque le seuil de recevabilité, c'est au niveau dépôt de candidature. Donc il y a un seuil qu'il faut respecter, tel que prévu et organisé par la loi électorale. Et l'autre seuil, c'est au niveau du suffrage exprimé. Lorsqu'il y a un nombre de voix qui a été exprimé, les présidents de la République, le candidat président de la République ne sont pas concernés. C'est beaucoup plus s'agissant des élections nationales, législatives nationales et provinciales. Et respectivement 1% et 3%. 1% et 3%. 1% pour les législatives nationales et 3% pour les législatives provinciales. Vous pensez quoi de cette pratique? Parce que nous, on a rencontré énormément des candidats avant même d'arriver aux électeurs, parce que les électeurs aussi ne peuvent pas comprendre qu'ils ont été 10 000 à voter quelqu'un, puis ils voient celui qui a à peine 1000 être élu et pas les leurs. Mais on a eu l'impression qu'il y a même des candidats qui ont déposé candidature et qui ont battu campagne ignorant cet aspect-là. Que pensez-vous de cette disposition? Justement, la question du seuil est vraiment revenue parce que, mais au départ, l'idée était de décourager il y a des partis politiques qui n'existent que dans le bureau de leurs fondateurs. Il y a des partis politiques qui n'existent que dans les mallettes de leurs créateurs. Alors je pense que la question du seuil était justement pour décourager ces pratiques. On a plus de 800 partis politiques. Et alors, la question du seuil était justement de pousser tous ces partis politiques, de ne pas venir de manière éparpillée, de créer des blocs pour atteindre un certain seuil, tenant compte du suffrage exprimé, et permettre à ce que les élections se déroulent dans ces conditions. Mais maintenant, le problème se situe au niveau où ceux qui n'ont pas de moyens, justement, n'arrivent pas à se retrouver parce qu'il faut aligner plus de candidats, ils doivent battre campagne pour espérer rafler un nombre important de voix et ainsi atteindre les seuils. On a vu certaines autorités qui n'ont peut-être pas eu à être élues à tel ou tel autre suffrage parce que les seuils n'ont pas été atteints. Les regroupements étaient jeunes, ils n'avaient pas pris suffisamment de temps de l'implanter un peu partout et ça a posé problème. Mais je pense que jusque-là, ça nous va bien. C'est depuis les élections de 2018 que nous expérimentons ça. C'est une pratique qui peut continuer? Bon, personnellement, je n'en trouve aucun. Qu'il faudrait expliquer. Il faudra justement que les gens, en venant postuler, qu'ils prennent connaissance. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens viennent déposer les candidatures, les gens veulent occuper des postes de responsabilité ou être législateurs tant au niveau national que provincial, mais ne prennent pas le temps de s'imprégner de la loi électorale. Plusieurs incompréhensions sont nées justement de ça. Et c'est là en fait ce qu'il faut interpeller les partis politiques, parce que les partis politiques, les différents regroupements ont les devoirs justement de sensibiliser leurs militants, de sensibiliser les électeurs, parce que ça ne sert à rien que l'on vienne contester les seuils qui a été approuvé et qui existent depuis bien longtemps
et puis on s'est mis à vandaliser parce qu'on n'a pas compris tel ou tel autre aspect de choses. Félix Tshisekedi et même ses soutiens sont clairs. Son mandat sera marqué par des réformes. Ouais. Avec vous, autrefois, on discutait en off sur le fait qu'il y ait un manque des juges, par exemple, sur plus d'une affaire. Dans le domaine de la justice, où vous évoluez, par exemple, que pensez-vous qu'il devrait avoir comme réforme majeure, appuyée par les autres pouvoirs? Justement, les réformes, il y en a dans tous les secteurs, justement. Je vais revenir, justement, pour répondre à mon secteur, bien évidemment, les secteurs dans lesquels j'évolue au quotidien. Mais je veux revenir un peu à la cérémonie de prestation de serment et d'investiture du chef de l'État. Le discours a été magnifique. Il dit, d'une part, qu'il y a une nouvelle ère est née. Et il dit que rien ne va détourner la trajectoire que nous avons prise. Alors, les réformes, il y en a énormément dans plusieurs secteurs. J'ai vu le chef de l'État annoncer 3 secteurs prioritaires de son quinquennat. Il a évoqué le désenclavement de nos territoires. Il a évoqué la renégociation du contrat SICOMINE qui va fournir 7 milliards de dollars et qui permettra justement de désenclaver nos territoires. L'amélioration de la chaîne des valeurs de nos produits agricoles. Et il a aussi fait état justement de l'accès aux services publics. Maintenant, revenons dans le secteur judiciaire, quelles sont les réformes? Les réformes sont à plusieurs niveaux. D'abord, améliorer, tenant compte du dernier point prioritaire du quinquennat du chef de l'État, améliorer l'accès à la justice. Ce ne sont pas tous les Congolais qui ont accès à la justice. Vous arrivez dans des coins où il y a moins de juges, il n'y a pas de magistrats, et c'est très difficile. Même à Kinshasa aujourd'hui, par exemple, vous avez le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui exerce sa compétence dans plusieurs communes et certaines communes qui sont éloignées de son siège. Donc aujourd'hui, par exemple, pour qu'un justiciable porte son action devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, quelqu'un doit quitter Mitendi, par exemple, et venir jusqu'au TGI, sans compter les embouteillages. Juste sur ce point, vous allez continuer. Petite parenthèse, parce qu'on a reçu une dénonciation ce matin même en direct. Oui. On nous dit que les nouveaux magistrats sont en train de réclamer les frais d'installation prévus dans leur statut avant leur déploiement dans l'arrière-pays. Il semble que l'argent a été déjà disponibilisé par l'exécutif, mais seulement c'est dans les nuages, quelque part là, une main obscure est en train de retarder les choses ou de freiner. On ne sait pour quelle raison. C'est une dénonciation publique. On peut citer le nom du magistrat au besoin, hein, c'est-à-dire si il y a quelqu'un qui veut savoir exactement qui l'a fait, on peut donner l'identité seulement pour des raisons d'éthique. On ne veut pas exposer ces nouveaux magistrats qui avouent vivre dans des conditions très difficiles. À Kinshasa, ici, il y en a même qui ont déjà perdu la vie depuis le concours organisé. Ils ont quitté le village, ils vivent dans des maisons à 4 à 5, ce qui n'est pas très noble pour une profession comme celle-là. Donc, je vous laisse... Oui, justement, pour épingler là-dessus, les magistrats, c'est quelqu'un de noble qui devait vivre avec des moyens décents pour... Le mettre justement hors dans de toute dépendance, dans les meilleures conditions. Et déjà, une entrée comme ça, bon, ça reste une dénonciation pourvu qu'une solution soit trouvée rapidement. Donc, revenons justement aux réformes, la proximité de la justice. La justice n'est pas à proximité. L'accès à la justice n'est pas facile. Hein, le coût de la justice n'est pas accessible à tout le citoyen congolais. Donc, s'il faudra, par exemple, améliorer dans ces secteurs-là, il faut qu'on améliore déjà l'accès à la justice, la disponibilité de magistrats. On a vu, il y a eu des nominations de magistrats dans tous les pays, même dans l'arrière-pays, ce qui est à encourager. On attendait depuis plus de 5 ans. Ça a gonflé quand même les chiffres, là. Oui. On a par exemple au parquet de grande instance, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, il y a environ 154 magistrats nouvellement nommés qui vont... Donc nous estimons qu'il y aura une meilleure prise en charge avec ça. Donc si cette proximité est davantage renforcée et si les magistrats sont mis dans les meilleures conditions pouvant faciliter leur indépendance, c'est une bonne chose. Moi j'ai assisté une fois à un atelier de Cordaid et ils nous ont informé qu'il y a beaucoup d'endroits des régions ici en République démocratique du Congo où même ceux qui prennent les procès-verbaux dans les sous-commissariats, les OPJ, les officiers de police judiciaire, il n'y en a pas.
ils continuent de régler tous les problèmes qu'ils ont de manière ancestrale. C'est-à-dire, il y a un chef coutumier qui dicte la loi. Là-bas, on ne connaît même pas le président de la République, ministre, tout ce que vous êtes en train de faire. Rien du tout. Il y en a même qui bouffent, qui consomment, qui font les transactions avec les monnaies étrangères dans le nord du pays. Dans certains points de la RDC. Ce sont des faiblesses graves pour un État qui se veut fort. Justement, parmi les défis du second quinquennat, du chef de l'État, il y aura aussi le renforcement de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est ce qui va notamment passer par la présence l'État dans tous les territoires de la RDC. C'est aussi une occasion de saluer le projet de développement à la base de 145 territoires, parce que c'est vraiment ça le Congo. Il faut justement qu'à la base, que les administrés sentent qu'il y a une proximité de l'État, que les administrés sentent que l'État est présent, notamment par ses infrastructures telles que promues dans ces programmes. Ça, c'est une très bonne chose. Il y a aussi, on reviendra encore sur cette question, on en avait parlé autrefois, sur le choix des collaborateurs du président de la République. Le pasteur Dallo a fait une démonstration dans sa prière, bannissant une catégorie de personnes qui nous ont souvent causé des problèmes, notamment des voleurs. On a vu, c'était un extrait très partagé dans les réseaux sociaux, ce qui affirme que c'est une aspiration profonde de tous les Congolais, fatigués des détourneurs et des voleurs, entre guillemets. Que pensez-vous de ce que le président de la République devrait choisir comme collaborateur, animateur de telle ou telle autre institution, au-delà des forces politiques en présence? Quels critères devraient primer? Ce qui me rassure déjà et ce qui m'apaise, c'est ce que le chef de l'État a dit à son investiture. Il a dit qu'il mettra tout à son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Naturellement, à son niveau, il a constaté qu'il y avait des erreurs à certains niveaux et qu'il va essayer d'arranger. Avant de parler du choix de collaborateurs, s'il fallait que j'adresse un message direct au chef de l'État, j'ai fait un peu comme Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il finissait sa campagne électorale, quand il était candidat des Insoumis en France. Il a dit « faites mieux ». En faisant mieux, il a dit ce n'était pas un appel à une compétition, c'était justement un appel plutôt à l'action, face au saccage de la beauté du monde et du crime écologique. Donc, alors, dans ces mêmes ordres d'idées, la théorie, plutôt une action sans théorie est aveugle. Mais aussi, une théorie sans action est vaine. Des erreurs ont été constatées, mais justement, le peuple congolais a renouvelé sa confiance au chef de l'État pour qu'il fasse mieux. Et donc, faire mieux, ça sera aussi dans le choix de collaborateurs. Il devra tenir compte de leur intégrité, de leur expérience justement dans tel ou tel autre domaine pour qu'il l'accompagne à mieux implémenter sa politique. Non, ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que le président de la République ne devra absolument pas faire de ce qu'il avait déjà fait avant? Qu'est-ce qu'il ne devra pas faire? Oui, parce que vous dites qu'il y a des choses, lui-même l'a dit dans son discours, des regrets, des erreurs qui ne vont plus se reproduire. Qu'est-ce qui ne devrait plus se reproduire, mais qui risque de se reproduire vu l'environnement congolais? À cette question, je pense que lui-même serait mieux placé pour répondre, parce que dans sa casquette de chef de l'État, il a dirigé le pays pendant 5 ans, il a vu ce qui n'a pas marché. Mais moi, ce que je verrais, c'est justement en tant que citoyen, des choses qui n'ont pas marché par rapport à telle ou telle autre chose. Je peux justement vous parler de ce que aussi le chef de l'État a évoqué. Il a évoqué notre vivre ensemble qui doit être considéré comme une valeur sacrée que nous devons léguer entièrement aux générations futures. Donc ce qui ne doit pas être fait, c'est de bannir ce qui peut être considéré comme vice qui nous gangrène notamment, mais il faudra justement faire la promotion du vivre collectif. On parlait donc du tribalisme, le clanisme, le dépotisme, tout ça, il faudra éviter. Et il ne faudra pas aussi prêter des béquilles à ceux qui pensent que son régime est tribaliste, ce qui n'est pourtant pas le cas, parce que très souvent on a toujours une difficulté à distinguer la région et la langue, parce qu'aujourd'hui on nomme un ministre du Kasaï ou du Kasaï central, il n'a rien à voir avec les origines du chef de l'État qui est du Kasaï oriental, mais par contre il partage juste la même langue et on pense qu'il y a tribalisme. Donc parmi tout ça, il y a les antivaleurs qu'il faut le Chiluba qui est la seule langue parlée
qu'en République démocratique du Congo. Justement, c'est... Parce que toutes les autres langues, on partage ça avec les voisins, le Swahili, Swahili, le Lingala. le Là, je parle des langues officielles. Oui. Le français, n'en parlons pas. Mais le Chiluba, on ne le retrouve qu'en République démocratique du Congo. J'ai essayé de mener ma petite enquête et je suis tombé sur cette conclusion-là. Justement, parce que déjà, c'est au centre du pays et difficilement il y a des contacts directs avec les pays frontaliers. Donc il y a ça, par exemple, il y a les antivaleurs, des vices qu'il faudra combattre. Aujourd'hui, on trouve normal que quelqu'un laisse son véhicule en plein milieu de la route et si vous essayez de l'interpeller, il vous insulte. Pourquoi? Parce qu'il y a une impunité. Ce qu'il faudra éviter, c'est l'impunité. Il faudra punir. Il ne faudra pas se limiter qu'à constater les dégâts, il faudra punir. Quand il y a détournement de fonds, il faut que les gens soient jugés, il faut que les gens soient arrêtés. Et c'est pas parce que s'il y a la punition, si la punition suit, naturellement, les gens seront redressés et on va retrouver l'élan que le chef de l'État a annoncé. Merci beaucoup. Maître Dominique Kajemba, je vais vous donner une dernière passe. Oui. En tant que citoyen congolais, vous avez Félix Tshisekedi, président à peine réélu et qui vient de prêter fraîchement serment devant la Cour constitutionnelle. Si vous avez quelques mots à lui dire, il est là face à vous, vous lui dites quoi face à la caméra? Monsieur le Président de la République, je vais faire comme dans la lettre avec mes hommages les plus différents. Le peuple congolais a renouvelé sa confiance en vous, en votre vision, ce qui est déjà une très bonne chose. Et le 20 janvier dernier, on a vu comment toute la nation a été braquée sur la chaîne nationale, qu'il faut d'ailleurs féliciter pour le reportage. Les commentaires, on ne va pas y revenir. Alors, Monsieur le Président, pour ces seconds quinquennats, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites mieux. Et vous en avez toutes les possibilités. Faites mieux, Monsieur le Président, que les actions soient liées à la parole. Et ça sera très important. Bannissons l'impunité, bannissons les antivaleurs. Et c'est ce qui nous permettra justement de suivre l'élan et favoriser le vivre ensemble que vous prenez plutôt comme valeur sacrée qu'il faut partager aux générations futures. Donc cela passera justement par le choix de vos collaborateurs, mais aussi par le choix des membres de l'exécutif. Le prochain gouvernement qui viendra, Monsieur le Président, aura justement la charge d'implémenter votre politique et votre vision. Si les citoyens congolais que je suis revoient encore les mêmes visages, on aura justement du mal à croire que c'est une nouvelle ère qui va lancer le pays sur des nouveaux horizons plutôt, Monsieur le Président. Donc il sera très important que le choix de collaborateurs suive, il sera très important justement que dans ces choix, que l'on tienne compte des valeurs et des valeurs qui nous caractérisent. Merci beaucoup, Maître Dominique Kajemba. Je rappelle, avocat, inscrit au tableau barreau de Kinshasa, Gombe, et analyste. Ce matin, nous a renseigné sur comment la République devrait fonctionner le lendemain des élections, mais on a également évoqué la période avant les élections, notamment la campagne électorale. Merci beaucoup pour ces analyses et cette documentation. On espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. À tout moment que l'agenda le permettra, nous serons là. Et merci une fois de plus pour votre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis 7 heures à Kinshasa. En une quinzaine de minutes, on se retrouve avec le même plaisir plus tard. Vivez heureux, vivez sans, mesdames et messieurs. Et merci à toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de cette tranche matinale. Je vous derrière les caméras, il y avait Ilan Lukinga, il y avait Dédé Sansois, j'ai vu Mers aussi, Papa André, Bardel, Merci beaucoup à vous tous.